Dans l'épisode précédent de Redesign. Si jamais je manque à ma parole, je serai envoyé dans une dimension si horrifique que je devrais faire un hors-sujet pour me purifier de mon crime jusqu'à pouvoir revenir dans mon atelier. Oh merde. Oh mon Dieu, ils ont tué Mélo! Et maintenant, la suite. Salut les apprentis sorciers. Moi c'est Tipeee et vous êtes dans... Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. Alors, je sais que ça fait bizarre, mais Mélo s'est fait envoyer dans une autre dimension parce qu'elle a pas pu s'empêcher de p***er sur Wings Club. Je suis pas certaine de quand elle rentrera, mais telle que je la connais, elle va sûrement trouver un bon sujet pour revenir. C'est juste que j'arrive pas à la localiser dans le multivers, alors je sais pas trop où le rituel l'a envoyée. Mais on ne peut décemment pas stopper les vidéos, alors exceptionnellement, c'est moi qui vais vous parler de notre sujet du jour. Laissez-moi juste prendre de quoi adoucir ma voix pour vos nerfs. Test 1, 2, 1, 2. Ok, ça devrait le faire. Donc, nous ouvrons les portes à un nouveau mois de l'horreur. Ce qui est l'occasion idéale pour parler d'un type d'histoire qui connaît la même dégringolade culturelle que les slashers et les creepypasta, le mascotte horreur. Ce terme qu'on peut traduire en horreur de mascotte dans la langue de Micheline Dax désigne un genre principalement vidéoludique dans lequel les personnages joueuses sont emprisonnés dans un endroit clos et doivent échapper à des personnages mascottes maléfiques. Et si elles n'y parviennent pas, elles seront punies par un game over ponctué d'un délicieux. C'est donc le genre de jeu à éviter si vous êtes cardiaque. L'historique sera assez court vu que c'est un genre relativement récent, même si on peut remonter plus loin avec les premiers costumes de Disney World et la mascaphobie en général. C'est tellement vieux que même François Pérusse s'en est moqué dans ses 2 minutes du peuple. Bonjour les amis. C'est pas facile, hein? Approche, petit. Bon, ça y est presque. Ce sera notre petit secret. Débarrasse-toi de la boîte vocale. Mais le genre a véritablement décollé en 2014 avec la sortie de Five Nights at Freddy's, ou FNAF pour faire court. Ce titre, codé en solo par Scott Cawthon, a tellement bien fonctionné qu'il a lancé 10 suites officielles, 3 jeux spin-off, 4 séries de livres, 5 livres spin-off, une adaptation au cinéma et a boosté les carrières de Markiplier et MatPat. That lunch is the most important meal of the day. Thought it was breakfast. Some people say that, but you know, it's just a theory. Il l'a dit! Il a aussi consolidé la grande époque des joueuses qui jouent en facecam tout en arrivant à surjouer le surjeu par on ne sait quel prodige. Slenderman, The Eight Pages étant le patient zéro de ce temps maudit. Comme Halloween et la nuit des masques en son temps, FNAF a donné naissance à des tas d'enfants plus ou moins légitimes qui tentent de sortir leur épingle du lot en réutilisant la recette originelle à leur sauce. En quoi consiste cette recette, me demanderez-vous? Eh bien, il faut d'abord décider de où votre jeu va se dérouler. Il faut un endroit assez restreint, mais bien organisé, si le ou la joueuse reste planté au même endroit tout du long, et une succession de pièces closes et anxiogènes si le personnage peut se déplacer. Il faut que le ou la joueuse se sente piégée avec les monstres pour le ou la rendre réceptive au malaise ambiant. Même si vous pouvez également lier ces pièces via un hub central à ciel ouvert. Vu que votre jeu se déroulera sûrement pendant une nuit bien noire dans un lieu très mal éclairé, le côté anxiogène sera toujours palpable. Et pas la peine de vous demander comment rentrer tout ça sous terre sans que personne ne s'en rende jamais compte. La survie d'abord, la logistique après. Ensuite, vous n'avez pas à trop vous prendre la tête pour celle de votre protagoniste. La plupart des titres, pour ne pas dire presque tous, se jouent à la première personne pour plus d'immersion, d'économie d'assets et d'angoisse de l'agression sonore. Et comme dans beaucoup de titres, pas la peine de lui donner une voix. De toute façon, les autres personnages parleront suffisamment pour elle, lui, et ça empêcherait les joueuses d'avoir une réaction appropriée au jumpscare. Le jumpscare, d'ailleurs,
arrive généralement quand les monstres attrapent le ou la joueuse, ce qui sert à la fois de sursaut et de fin punitive. Vous pouvez malgré tout ajouter quelques éléments comiques dans votre gameplay, votre narration ou juste vos décors. Après tout, même si ce sont des monstres horriblement déformés, ce sont quand même de grosses peluches à la base. C'est ce que je me tue à dire à Mélo quand elle essaye d'incendier les musées de poupées. Pour continuer sur la recette, votre jeu a besoin de l'or. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'or. Des couches et des couches de secrets imperméables que vous cacherez à travers des enregistrements, des posters mal éclairés, des fichiers cachés dans le code du jeu, des musiques à passer au spectrogramme, des posts mystérieux sur les réseaux sociaux, même dans les produits dérivés si vous voulez. Ne donnez jamais la solution définitive de manière directe et n'hésitez jamais à retconner les éléments qui vous contrediront. Sinon, les gens comprendront trop tôt que vous ne faites qu'improviser une trame de fond pour surfer sur votre unique succès financier. Votre histoire doit être cachée dans un oignon tellement opaque que le simple fait de tenter de le décortiquer fera pleurer des larmes de sang et de bile. Ensuite, et je ne sais pas trop comment j'ai fait pour ne pas en parler avant, bien évidemment, vous devez avoir des mascottes identifiables et iconiques. Ben ouais, ce sont les arguments marketing pour votre jeu, autant dans la diégèse que dans le monde réel de la réalité véritable. Faut les traiter comme les rois et reines qu'elles sont. Dans l'idéal, il faudrait qu'elles aient une apparence bien innocente et choupinette avant de révéler des monstres horribles issus d'expériences épouvantables. Mais vous pouvez aussi jouer sur le côté vallée dérangeante grâce au travail de lumière et à leurs mouvements souvent limités. La vallée dérangeante, ou Uncanny Valley dans la langue de Jacksepticeye, est une théorie socio-robotique établie par le regretté Masahiro Mori en 1970. Grossièrement résumé, plus un robot ou un mannequin est physiquement similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses et nous procurent un sentiment de malaise, voire de rejet total. Jouer sur ce sentiment permet de faire rentrer davantage votre audience dans le jeu tout en camouflant vos lacunes en animation ou en texturing. Et pour terminer, votre jeu doit avoir un rapport de près ou de loin avec l'enfance. Que ce soit des endroits majoritairement fréquentés par des enfants ou bien des programmes destinés à un jeune public, vous devez en incorporer des éléments pour rajouter du malaise et justifier la présence de peluches meurtrières. Le mieux reste de les utiliser comme victimes ou comme menaces une fois transformés en monstres. Point bonus, si vous faites un partenariat avec un ou une youtubeuse populaire auprès des enfants, qui jouera en surjouant ses réactions ou fera des tonnes de vidéos théories pour tenter de comprendre votre lore. Vous pouvez même utiliser un endroit ou un média célèbre comme base pour en faire une parodie horrifique plus ou moins pertinente. C'est pas compliqué, à partir du moment où la base originale est un tant soit peu destinée à un public majoritairement familial et âgé de minimum 30 ans, elle aura son équivalent mascotte Aurore. Les centres de loisirs, les jouets des années 80, les jeux de la Nintendo 64. En fait, je crois que la seule fanbase infantile trentenaire qui n'a pas encore eu droit à son mascotte Aurore, c'est Pokémon. Quoique, ça compte les fausses pubs d'Evertel ? Et je pense que c'est ce qui explique la saturation que le genre inspire de plus en plus. Tels les films de super-héros vers la deuxième moitié des années 2010, on a vu le mascotte Aurore exploser dans le monde de l'horreur indé. Et la réalité du marché indépendant, quel que soit le genre ou le médium, c'est que les titres prestigieux ne représentent en fait qu'un tout petit pourcentage au milieu de clones plus ou moins parasites de qualité variable. Surtout que le mascotte Aurore voit lentement mais sûrement son déclin arriver. D'après Tom de Game Theory, le genre tout entier est une réponse à des titres comme Outlast et Amnesia, des survival psychologiques très graphiques. Beaucoup trop pour attirer des partenaires publicitaires sur YouTube qui sanctionnaient les créatrices en limitant l'accès à ce type de contenu par des interdictions d'âge, des démonétisations à outrance, une absence dans les recommandations, etc.
Le mascotte Aurore se base donc sur cette contrainte en jouant sur la vallée dérangeante, la perversion de la nostalgie et l'iconisation pour créer des miniatures oppressantes mais qui paraissaient suffisamment family-friendly pour attirer des vues et des pubs sur le long terme. C'est donc pas étonnant de voir des clones de clones qui tentent de gratter des miettes de FNAF ou des titres qui sont attendus depuis très longtemps stagner et se complaire dans l'attente de fans hardcore ou encore des vaches qu'on traite jusqu'à les vider de tout fluide pour exploiter la moindre molécule de lait. Et c'est aussi perturbant parce que ce genre clairement horrifique a des fans beaucoup trop jeunes. J'ai pas les nombres sous les yeux, mais ces jeux sont majoritairement joués par des gosses de 6 à 11 ans qui veulent jouer les braves en affrontant de grosses peluches avec des dents tranchantes. Ce qui n'est pas une bonne chose, déjà pour les thèmes abordés dans certains titres, mais également parce qu'elles sont les cibles des costards-cravates malhonnêtes qui cherchent le profit à moindre effort. Et ça peut aller loin. Je dis pas qu'il faut les empêcher de jouer au moindre mascotte Aurore, mais juste de ne pas les laisser le faire seuls, ou du moins d'essayer d'en parler avec elles pour remettre les choses dans leur contexte et de limiter les risques d'arnaque. En plus, vous leur apprendrez à être prudents et exigeants avec leurs produits. Avec l'émergence des espaces liminaux, la popularité grandissante des ARG et le retour de l'horreur explicite depuis la pandémie, le mascotte Aurore vit peut-être ses dernières années d'exploitation. Mais même si on se sent désensibilisé par les apparences des mascottes, l'écriture des antagonistes ou les outils utilisés pour nous effrayer, on peut toujours tenter d'y trouver quelque chose qui, à défaut de nous intéresser, peut nous guider dans notre imaginaire pour, à notre tour, créer des histoires qui feront réagir les autres. Que ce soit des personnages hauts en couleur ou bien un background alambiqué dont on a perdu le fil depuis longtemps, si on fait ressentir quelque chose à au moins une personne, alors notre temps passé sur ces titres redondants ne sera pas gâché. Donc, celles qui s'intéressent plus au lore qu'au gameplay, je vous redirige vers les chaînes de The Game Theorist, Tristan RC, Elinix et Captain Hype. Lien dans la description et un commentaire épinglé. Et pour celles qui aiment expérimenter une histoire par soi-même, je recommanderais la quadrilogie FNAF originale, libre à vous ensuite de voir si vous vous sentez de pousser l'expérience plus loin, Amanda the Adventurer, si Dora l'exploratrice ne vous angoisse pas déjà, c'est comme ça, la série des Bendy, ou comment rendre les toons encore plus horrifiques à travers le stylo de Ralph Bakshi, Choo Choo Charles pour un style moins horrifique et plus explosif, littéralement, et enfin Indigo Park, un mascotte Aurore fait par un fan du genre pour les fans du genre. Les joueuses les plus expérimentées parmi nous pourront compléter cette liste avec leurs propres recommandations. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre nos réseaux, suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires et à checker notre onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez faire un don sur notre page Tipeee. On aurait vraiment dû prendre Patreon. Ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de Deal et Terme ou de Redesign. Et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Moi aussi, je commence à m'interroger sur ce gag. Of death, we'll see. In all my dreams I see a maze of halls with bloody walls and countless scrolls reminding me it's me. Don't play these games, you've lost your fright. I'm armed with more than a light, and I'm surviving 5 nights.